Actuellement, en 2023, posséder une voiture et payer les taxes qui en découlent, c'est pas donné. Surtout quand on voit que le gouvernement, l'État essaye de nous pousser à aller vers l'électrique. Déjà pour un 2 litres, c'est pas donné. Que ce soit carburant, taxes et autres, c'est cher. Mais alors imaginez pour celle-ci un 5 litres 7. Ben, c'est la vie qu'a décidé de mener Thomas. Bien le bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne, sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a la chance d'avoir la première américaine de la chaîne, alors on peut l'applaudir bien fort. Ouais, on peut l'applaudir parce qu'en plus c'est une Corvette, hein. C'est pas simplement une Spark ou une connerie du genre, c'est une Corvette. Avant de s'attarder sur le cas de celle-ci, on va un petit peu parler d'histoire. Dites-vous qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a énormément de soldats américains qui, en repartant d'Europe, ont emporté avec eux des cadeaux, des souvenirs, des bouteilles d'alcool, des bouteilles de vin, des jolies filles européennes, des françaises peut-être. Mais les plus intelligents d'entre eux, ils ont ramené des voitures. Je vous parle de MG, de Mercedes, d'Alfa Romeo, enfin bref, toutes des voitures sportives qui étaient déjà bien implantées chez nous, bien connues et qui envoyaient sévère. En vue de l'engouement de l'opinion publique envers toutes ces petites sportives européennes, la firme General Motors, ou propriétaire de Chevrolet, a bien senti le filon et s'est décidé à construire eux-mêmes leur sportive, une sportive américaine. Et c'est ainsi qu'est née la Corvette. C'est donc en 1953 que la première Corvette voit le jour, la C1. Mais ne vous y méprenez pas, c'est pas vraiment une Corvette telle qu'on la connaît aujourd'hui, non. Rien à voir avec les muscle cars tels qu'on les conçoit. Si le modèle derrière moi ici possède un 5 litres 7, la C1 possédait un 3 litres 9, 6 cylindres. Encore une fois, rien à voir avec la Corvette telle qu'on la conçoit aujourd'hui. Mais c'est surtout en 1955 qu'un certain monsieur Zora Duntov, un russe, retenez bien son nom parce qu'on l'appelle le père de la Corvette. Et ce cher monsieur, il proposera tout simplement d'ajouter à la Corvette un bon vieux V8 américain. Bah oui, pourquoi s'inspirer des européennes pour faire une voiture et un moteur alors que General Motors a clairement le potentiel pour créer leur propre voiture et un moteur qui leur ressemble, un truc vraiment bien de chez eux, quoi. Ce cher monsieur Zora, c'est resté un grand nom dans l'histoire de la Corvette. Si bien que si aujourd'hui on connaît la Corvette Z06 ou autre Z, ben le Z, ça signifie tout simplement la première lettre du nom de Zora. Et pour les versions les plus sportives, ZR1, et ben là ça signifie Zora Racers. Ça n'a pas vraiment de sens, mais quoi qu'il en soit, ça parle de lui, encore une fois. La sportive de chez General Motors se voulait vraiment différente des autres modèles qui pouvaient dire de sortir de l'usine. Et c'est la raison pour laquelle Chevrolet a dessiné un nouveau logo spécialement pour la Corvette. Au tout début, le logo représentait un entrelacement entre le drapeau américain, une fleur de lys et le logo de Chevrolet. Cette fleur de lys, c'était un rappel pour le nom français de Louis Chevrolet. Et donc, fleur de lys, royauté, France, Chevrolet, enfin, cherchez pas à comprendre, j'ai pas cherché non plus, c'est bon. Et ce logo, il a très vite dû être modifié par la firme, échangeant le drapeau américain par un drapeau à damier. Car en Amérique, c'est interdit d'utiliser le drapeau, la bannière étoilée, à des fins promotionnelles et commerciales. Cherchez pas à comprendre non plus. Après la première Corvette, la C1 et son design de voiture soft, décapotable, pour profiter tranquille le long de la plage de Malibu, Chevrolet ils sont décidés à faire un modèle qui leur ressemblait plus, un modèle comme je le disais auparavant américain. Donc pour les prochaines générations, le cahier des charges il est simple. Gros V8, grosse carrosserie, gros pneus, faut vraiment bouffer du bitume, faut bouffer de la gomme quoi. C'était la plus belle, hein, la C2 aussi, après la Z6. Et c'est donc la sortie de la C2, 10 ans après le premier modèle, quand même. Et 10 ans on dirait pas, mais vous savez qu'actuellement, GTA 5 à 10 ans aussi. Et ouais, coup de vieux les gars. Tu te souviens de toi il y a 10 ans quand tu achetais GTA 5? Tu te souviens la situation que tu avais dans ta vie? Là ça fait bizarre. Là. Perso, je me souviens de moi il y a 10 ans. En 63, c'est la sortie de la C2 qu'on appelle aussi la Stingray. Et les ventes, elles augmentent même de 50% comparé à la version précédente. Et c'est donc tout logiquement que Chevrolet va rapidement commencer à imaginer le futur de la Corvette. C'est donc en 1964, déjà l'année suivante, qu'il commence à imaginer à quoi ressemblera la C3. Même pas 5 ans après que la nouvelle C3 verra le jour. Et celle-là restera en vente sur le marché plus de 14 ans. Vous imaginez, 10 ans pour la C1, 5 ans pour la C2, 14 ans pour la C3, ça
C'est comme pour le logo, c'est comme pour le nom, là pour l'instant il n'y a rien qui... ça n'a pas de sens, ça n'a ni queue ni tête. Et donc très longtemps après la sortie de la C3, on arrive à celle qui nous intéresse aujourd'hui, la C4. Et malheureusement, celle-ci ne tombe vraiment pas dans un bon moment aux États-Unis. C'est assez compliqué, il y a plein de nouvelles normes anti-pollution. Les constructeurs essayent un maximum de ralentir la puissance des moteurs, la taille des moteurs, la taille de la carrosserie aussi. Bref, c'est vraiment durant les années 80 que les muscle cars américaines telles qu'on les connaît, Dodge Charger, Ford Mustang, etc., telles qu'on les connaissait avant, dans les années 80, elles commencent à perdre leur charme d'antan. Fini les grosses carrosseries, fini les gros moteurs, enfin bon, dommage. Mais c'est sans compter sur Chevrolet qui en a totalement rien à foutre et qui va quand même sortir une Corvette avec un V8. Merci Chevrolet. Et celle-ci, elle a la lourde tâche de porter l'étendard de la GT américaine, dans un monde où toutes les institutions essayent de lui tirer dans les pattes et de la rabaisser et de mal en parler. Comme quoi l'histoire se répète même maintenant. Au-delà de ce problème global et même mondial, Chevrolet doivent impérativement se renouveler. La Corvette s'est vite vue dépassée par des modèles en interne de la marque. La Camaro, ce sont des voitures qui, technologiquement et puissance aussi, ont dépassé carrément la Corvette. Alors que celle-ci, je ne sais pas si on se rend compte, mais à l'époque, elle coûtait quand même quasi 2 fois le prix d'une Camaro pour au final des caractéristiques qui étaient quasi semblables. Et tout ça sans parler de ses autres concurrentes, la Ford Mustang et autres Dodge. Cette fois-ci, le cahier des charges, c'est toujours le même, sauf que maintenant, il faut vraiment monter en gamme, il faut vraiment prouver au public que s'ils mettent 2 fois le prix dans cette Corvette comparée à une Camaro ou tout autre modèle, en fin de compte, c'est pas pour se la faire mettre au premier feu rouge, quoi. Vu que la marque doit impérativement se renouveler pour la Corvette, ils font tout de nouveau sur la voiture. Nouveau châssis en structure monopoutre, nouveau train roulant avec des suspensions en aluminium. Même la carrosserie se voit modernisée avec des matériaux en fibre composite et alors un design bien plus élancé, bien plus sportif que les versions précédentes. Donc je vous le disais, tout est nouveau sur cette voiture, sauf le plus important, le moteur. C'est toujours le même V8 5,7 litres qu'il y avait dans la C2 et la C3. Mais malgré ça, les ventes continuent quand même d'augmenter. On parle de 50 000 exemplaires supplémentaires rien que la première année. Les chiffres sont vraiment pas dégueux. Quelques années plus tard, quelques modifications seront effectuées sur la phase 2, la même que celle-ci. Donc les jantes ne sont pas pareilles et alors le TPI sera ajouté. C'est noté juste ici. En fait, c'est l'injection électronique de carburant. Ça lui fait quand même gagner 25 chevaux comparé à la version précédente. Mais est-ce qu'on peut dire pour autant qu'il y a une différence entre la phase 1 et la phase 2 juste en lui ajoutant ceci et une paire de jantes différentes? Je pense pas. Mais du coup, vous vous en doutez, le passé de Chevrolet les rattrape assez vite. Les ventes, elles s'affaiblissent très rapidement durant les années suivantes. En fait, ils n'ont juste pas compris quand on leur demandait une nouvelle voiture, une nouvelle conception, qu'il fallait que tout soit nouveau et que ils ont laissé le même moteur. Ça fait un peu tâche, quoi. Quand vous allez dans une concession qui a toutes des nouvelles voitures, nouveaux moteurs, nouvelles conceptions et qu'au final vous avez la nouvelle Corvette, donc la voiture la plus chère du magasin et qu'au final elle a toujours le même moteur que celui qui avait 14 ans avant. Enfin 14 ans, peut-être même 5 ans avant au niveau de la C2. C'est énorme. Le même moteur depuis 19 ans, juste avec 25 chevaux en plus grâce à l'admission. Non. Voici venu le temps de vous montrer le moteur. Déjà, il faut ouvrir le capot. Attention. Déjà, il faut des muscles pour ouvrir ça. Le capot, il est plus grand que moi, quoi. Ça, c'est un truc de ouf. Ça, c'est américain. C'est gros. Malgré son poids, sa carrosserie profilée et aérodynamique lui offre quand même un gros avantage parce qu'elle est capable de faire un 0 à 100 en un peu moins de 6 secondes. Et elle propose tout de même une vitesse max de 245-250 km/h. Et quant à la consommation, c'est pas si déconné non plus. Encore une fois, son style aérodynamique l'aide énormément. On parle de 10,5 litres au 100. En tout cas, c'est sur papier. On verra si c'est le cas en vrai. Cette version est en boîte automatique 5 rapports. Tout ça pour pouvoir proposer du burn et du drift à foison. D'ailleurs, il paraît même qu'une C4, quand il pleut ou quand il gèle forcément, il vaut mieux la laisser au garage. Ça on demandera à son propriétaire. Il aura peut-être mieux la réponse que nous. Et alors cette petite cale ici, c'est bizarre. On dirait un piston qui est pété alors qu'en fait c'est d'origine, quoi. On le soulève comme ça, tac, ça vient se bloquer dedans et c'est bon, le capot il tient. Du coup,
Juste le mettre en face, on le fait descendre et ça descend. Et comment ne pas vous parler, j'allais le refermer, mais comment ne pas vous parler de ça? Il y a des lumières dans le capot quand vous l'ouvrez pour éclairer le moteur. C'est tellement... Je sais pas, honnêtement j'ai même pas les mots. Québec. Les années 80, c'est des tentatives d'innovation à tous les niveaux. Et s'il y a bien un endroit où ça se voit sur celle-ci, c'est à l'intérieur. Ah. Alors, bienvenue dans l'USS Enterprise, pour celui qui a la ref. Allez, sans déconner, on est dans un vrai vaisseau spatial. Entouré comme ça par le châssis à gauche et par le tunnel de transmission sur la droite, assis aussi bas. Vraiment, c'est incroyable. Un gros compteur digital, des boutons partout. Qu'est-ce que c'est beau. Ça respire les années 80, quoi. Imitation bois, du plastique, du cuir. Même rien qu'au toucher, on est dans les années 80. Sinon, des sièges moelleux et honnêtement en très bon état. Légèrement baquets. Et alors, on est bien installé, quoi. C'est limite un fauteuil. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué à l'arrière d'une Corvette, mais en fait, il n'y a pas de coffre, il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de haillon ou quoi que ce soit. Le seul coffre qu'on a, c'est la lunette arrière ici. Et il y a deux moyens de l'ouvrir. Soit on l'ouvre par un petit bouton ici, donc là en l'occurrence, on peut appuyer dessus, ou bien alors il y a un petit bouton aussi à l'intérieur, mais c'est obligé d'être en P, donc en mode arrêt parking, pour pouvoir appuyer sur le bouton là-bas. Donc quand on appuie dessus, ça marche. J'ai trouvé. Ben, ça s'ouvre tout seul. C'est bien, mais c'est pas si pratique. Ah, et alors, la trappe à essence, elle est là. Elle est juste ici derrière. Elle n'est pas sur les côtés. Ça aussi, c'est intéressant. C'est resté pendant très longtemps sur la Stingray, etc. Même sur la première, la C1, c'était déjà ici à l'arrière. Du coup, c'est pas mal, mais ça peut vite devenir un problème. Là, en l'occurrence, c'est une version Targa. Du coup, quand on enlève le toit, on peut venir le mettre ici à l'intérieur et le fixer dans les petits crochets qui sont ici. Imaginons, vous laissez le toit et vous avez un barbecue, vous devez aller chercher des bacs de bière, vous en mettez un et fini, il n'y a plus de place. Vous allez mettre où la viande? Ça me tue vraiment, ça, cette trappe à essence. Bon, j'ai fini de vous présenter cette belle auto. Maintenant, on va pouvoir faire connaissance avec son propriétaire. Salut. Enchanté. Enchanté, Thomas. Thomas, on fait des Thomas à l'appel. Ah ouais, tu m'étonnes. Ah, la ref. Pour celui qui a la ref, on fait des Thomas à l'appel. Enfin bon, c'est pas des Thomas, mais c'est quoi le nom? Oh, je saurais plus te dire. Tu sais plus? Non. Moi non plus, je sais plus. Si t'as le nom, en commentaire. Et si t'as la ref déjà, ce serait déjà pas mal. Bon alors Thomas, la question que je me pose le plus, c'est que j'ai commencé l'intro de cette vidéo. Combien tu payes de taxes pour un 5,7 litres? 38 euros. 38? 38 euros à l'année, ouais. Pourquoi? Comment ça se fait? All-timer, pas de taxe. Ouais, t'es en plaque O. En plaque O, ouais. Et du coup, tu payes 38 euros par an? Ouais. Je crois que... Allez, en vrai, c'est le meilleur plan. Ouais, c'est le top. Mais t'es juste obligé d'avoir une voiture principale et puis après, tu peux avoir un all-timer en plus. Voilà, c'est ça. On est obligé d'avoir une autre voiture. C'est incroyable. 38 euros. Paye encore moins cher que, par exemple, moi, avec la S2000, un 2 litres, je paye déjà 500 euros par an. Il paye plus de 10 fois moins la même chose pour une voiture dont le moteur est 3 fois plus gros. C'est aberrant. C'est dingue. Franchement. Du coup, pourquoi t'as acheté une Corvette? Pourquoi pas avoir acheté une voiture comme n'importe qui achèterait ici en Belgique ou en Europe, tout simplement, quoi. Une Corvette, c'est pas n'importe qui pense à acheter ça. Ouais, le rapport qualité-prix, tout simplement. Ouais. Tout simplement. C'est une cote vraiment basse pour ce que c'est. Le nom, déjà, le prestige de la voiture, de la marque. Ça a une cote raisonnable, c'est entre 15 et 20 000 euros. Pour un V8? Pour un V8, bien sûr en boîte auto, comme celle-ci. Ok. Avec un kilométrage correct. Donc, plus ou moins 60 000 km. C'est 38 000 miles à peu près. Et donc là, dans ces cas-là, on peut rester dans une fourchette entre 15 et 20 000 pour une boîte auto avec le même moteur, donc 5,7 litres V8 et avec 60 000 km. Quoi. Ouais, c'est ça. Et combien t'estimerais que ça coûte? Combien elles valent avec moins de kilomètres, avec une boîte manuelle, peut-être un plus gros moteur? Combien ça vaut? Pour avoir une boîte manuelle, allez, je dirais c'est plutôt là entre 20 et 25. Quoi.
avec ce moteur-là, cette version-là. Si tu voulais plutôt une LT1, là c'est un autre prix quand même. Je pense qu'on touche presque les 30 000 quoi. Ah oui, quand même. Ouais. Et alors on les a fait en version ZR1, donc ZR1 avec des plus aussi. gros moteurs. Et là combien ça vaut les ZR1? Là on va dire 30 à 40 minimum. Ah ouais, donc ça vaut quand même 2 fois le prix de celle-ci. Ouais. D'accord, ok. Ouais, non, la ZR1 c'est 2 fois le prix. Tout à l'heure pendant ma présentation du véhicule, je disais comme quoi j'avais lu sur des forums qu'il ne faut pas la sortir sous la pluie. Et donc forcément, neige, gel. Ouais, non vraiment c'est... T'es d'accord avec ça? C'est débile, ouais. Pourquoi? Sous ce temps-là c'est vraiment débile. Si tu veux, j'ai une anecdote. Ouais. Donc, j'étais sur l'autoroute, donc je revenais du BDG là, l'année passée. Donc c'était la même que celle que j'avais en cabriolet. Ok. Et il drachait, hein, tu t'en rappelles? Ouais, en revenant du BDG, ça pleuvait pas mal, je me souviens. J'étais déjà à 100 sur la bande de lancement. Ouais. Et là, j'écrase la pédale, elle rétrograde. Et là, tu as la caisse qui commence déjà à faire ça sur l'autoroute. Sur autoroute? Ouais, sauf qu'il faut pas oublier, il y avait la buée de la voiture à l'intérieur. Ouais. Il y avait... Ça fait peur. Ouais, du coup, dernière question. Ouais. On va faire un tour? Bien sûr, c'est parti. Tu montres d'abord comment tu roules et puis après, je prends le volant. D'accord, ça va. Allez, go. Allez. Le compteur est en miles? Non, kilomètre-heure. Ça c'est digital, tu sais le régler toi-même? Ou c'est d'office si elles sont ici en Europe que c'est en kilomètre-heure? Non, tu sais régler, en fait c'est pour le marché canadien qu'ils ont fait ça. Ouais. Donc là tu l'as en miles, Ouais. et là tu bascules en kilomètre-heure. Ah oui, c'est inscrit à gauche et puis après ça s'inscrit à droite? Voilà, c'est ça. Ah ouais, bien. La première, tu sens vraiment qu'elle elle monte dans les tours, mais elle envoie pas tant que ça. Mais dès qu'elle passe en deuxième, ça te met un coup au cul. Un coup, ouais. Un truc de ouf. Ah, je m'y attendais pas. Et donc même en automatique, tu arrives à drifter avec? Putain, en manuel, ça doit être quelque chose. Hein. Sur la fiche technique, ils disent comme quoi la consommation, c'est plus ou moins 10 litres au 100. Tu penses être à plus de 10 litres ou... Actuellement, je suis à 21,2. Ah ouais. En fait, tu roules tout le temps comme ça, là? Non, du tout, non. C'est rare quand je roule comme ça, j'en prends soin quand même. C'est quand même une ancienne. Ouais. Mais sinon, non, en moyenne, je suis à 14 litres, on va dire. On voit le compteur digital en direct qui monte 21,2 litres, 21,3 litres, 21,4 litres, ça monte en direct quoi. T'accélères, ça monte direct. Ouais, vraiment. C'est le plus gros défaut, on va dire, de cette bagnole. Et en plus, les sièges de Corvette, ils ont tendance à... Ah oui, effectivement. C'est tous. Toutes les Ah C4 ouais. ont ça. Ah même celui-ci? Ouais, toutes. Même mon ancienne, elle avait ça. Ah, si ça se trouve, c'est fait exprès, hein, qui sait, c'est peut-être au moment où tu te fais rentrer dedans dans le cul, au moins le siège il prend avec toi dans le mouvement. Mais pour le passager, ils avaient pensé quand même à faire une mousse. Ok. Donc, Ouais, c'est choc. mou, ouais. Ouais, donc c'est une mousse pour le choc en fait. Ça c'est pour le front quoi. Ça, c'est à la fin quand t'as l'accident. Au moins, t'es sûr que t'étais dans une Corvette. T'as un RV ici au milieu du front. Au moins, t'es sûr que t'étais dedans. Non, il n'y a pas vraiment de retenant là sur la ceinture. Non, c'est vraiment bizarre. En fait. Du coup, c'est ça, t'as un accident, c'est ça qui te prend et quoi. le siège, il t'emporte avec. T'as le carnaval en fait. Ah ouais. Putain, fais toute la fumée. Bien. Ah, c'est bizarre. C'est spécial. C'est Hein. bizarre, je te jure,
C'est un petit bateau comme ça. Ouais. On est vraiment bas, on a un gros volant devant. On a l'impression d'être dans une péniche. Bah écoute. Oula, qu'est-ce qu'il fait? Il est complètement con. Les cyclistes. Puis regarde le truc, mais c'est Oui, pas ça, vrai. oh, oui, mais il n'y a rien qui va ici. Mais c'est quoi ça? T'as vu la bête en plus. Et tu chopes ça, c'est un sanglier. Ouais. Bien, ça y est. C'est enfin l'heure de conclure cette vidéo. Il commence doucement à faire noir. On sent que l'hiver pointe le bout de son nez là. Merci à tous d'avoir regardé. N'oubliez pas de lâcher votre plus beau like, de venir discuter avec moi et d'autres passionnés d'automobile dans l'espace commentaire. Et alors je fais un grand merci à Thomas, son propriétaire, qui se trouve juste derrière la caméra en ce moment. Merci. J'ai passé un très bon moment, c'est une très belle bagnole. En tout cas, moi, c'est la première fois que j'ai eu l'occasion de faire un tour là-dedans et de pouvoir juste l'admirer, regarder à quoi ça ressemble, une américaine des années 80. On se retrouve la semaine prochaine, donc comme d'hab, hein, chaque semaine une nouvelle vidéo. Alors je compte sur vous, soyez présents. Merci. Salut tout le monde, à plus.